Je me suis récemment posé une question très simple. Quels étaient les fruits du démon de l'époque de Joy Boy? On sait que les fruits existaient déjà à ce moment-là, puisque Joy Boy lui-même avait celui de Luffy, le Ito Itonomi modèle Nika. Mais quels étaient les autres? Quel autre fruit du démon déjà introduit dans l'œuvre aurait pu exister il y a de cela plus de 800 ans? Vous allez sûrement me dire que tous les fruits du démon existaient déjà à l'époque, et vous avez raison. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est plutôt d'imaginer lesquels pourraient potentiellement apparaître lorsque Oda nous dévoilera le flashback du siècle oublié. Du coup, c'est précisément ce que l'on va voir aujourd'hui avec plus de 25 fruits du démon qui auraient existé et été utilisés à l'époque du grand Joy Boy. On en parlait à l'instant, on commence avec El Clasico, Ito Itonomi modèle Nika. S'il y a bien un fruit dont on peut être sûr de son existence il y a 800 ans, c'est lui, voilà. Joy Boy le possédait, comme ce fut sous-entendu au chapitre 1044 par le Gorosei qui disait le rechercher depuis 800 ans, mais également au chapitre 1114 par Vegapunk, disant que Joy Boy, le premier pirate, se battait comme Nika, le dieu du soleil d'Elbaf. Et pour finir, nous en avons la représentation parfaite au chapitre suivant, le 1115, avec une petite case montrant la silhouette de Joy Boy dans sa forme éveillée Nika. Apparemment, Joy Boy se battait de la même façon que Luffy, à savoir utiliser l'élasticité de ses membres, mais pour le reste, on ne sait pas s'il avait lui aussi des gears ou si ses transformations étaient nommées autrement. En fait, on ne sait pas exactement comment il utilisait ce pouvoir et surtout s'il l'utilisait d'une façon unique à laquelle Luffy n'aurait jamais pensé. C'est tellement la force de ce fruit du démon, il permet tellement tout et n'importe quoi que chacun de ses utilisateurs peut avoir un style de combat bien précis et surtout bien différent. Deuxième autre fruit du démon dont on a la certitude de son existence il y a 800 ans, c'est évidemment celui de Toki, le mystérieux Toki Toki no Mi. C'est tout simplement le premier fruit du démon confirmé officiellement venant du siècle oublié. Mais mieux encore, c'est le seul fruit aussi antique à avoir été introduit avec son utilisateur. Toki venait elle aussi de l'époque de Joy Boy. On a tendance à l'oublier, mais elle était probablement la seule avec Imu à avoir vécu dans ces deux temporalités, le passé et le présent. Enfin, le présent d'il y a 20 ans, mais ça compte quand même. On ne connaît cependant absolument rien de l'histoire de ce fruit qui, pour le coup, peut être l'un des plus vieux de One Piece, car oui, Toki l'a consommé il y a 800 ans, mais maintenant qu'on sait qu'il existait un premier monde datant d'au moins 3000 ans, d'après les paroles de Loki au chapitre 1131, rien ne dit que le Toki Toki no Mi ne vient pas de cette période aussi. Pareil, ce fruit du démon peut envoyer des personnes dans le futur autres que son utilisateur. Si Toki l'a fait pour Momonosuke et quelques-uns de ses fourreaux, c'est à coup sûr car elle savait que c'était possible. Donc cela signifie qu'avant son fils et le groupe de Kinemon, elle a déjà envoyé quelqu'un dans le futur. Un sacré bordel, je vous le fais pas dire. Et finalement, le troisième fruit du démon dont nous avons la certitude de son existence il y a 800 ans, le fruit du démon de Imu. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore tout de ce pouvoir, cependant son intitulé, qui est donc véritablement le fruit du démon originel, laisse penser que c'est justement lui le père de tous les autres fruits du démon. Imu, quant à lui, entièrement révélé sur Elbaf après avoir quitté son château de Marie-Joise et levé le voile sur son identité, était l'un des ennemis de Joy Boy durant le siècle oublié, un ennemi assez puissant pour mener à sa perte celui incarnant le dieu guerrier Nika de son époque. Donc à travers Imu, c'est peut-être le fruit le plus ancien et le plus important de tout One Piece qui est apparu, existant certes durant le siècle oublié, mais peut-être bien avant également. Concernant son utilisation, on ne sait pas trop comment il fonctionne. Imu utilise beaucoup de techniques liées à la flamme noire Omen, qui lui permet d'être à la fois puissant autant offensivement que défensivement, tout en lui accordant une multitude de pouvoirs aussi divers que variés, allant de la génération de billes métalliques à l'agrandissement de son propre corps. Bref, nous sommes qu'au début de notre découverte de tous ces pouvoirs qui nous semblent déjà autant illimités que le sont ceux de Nika. Oh mais quel plaisir de parler du grand, du magnifique, de l'exceptionnel Loki et de son fruit du démon, le Zoan mythique de Nidhogg, le dragon du tonnerre. Ça y est, après 1 an et demi de spéculation, le chapitre 1175 nous confirme bel et bien la nature du fruit du démon possédé par le prince maudit d'Elbaf, un fruit qui est justement le trésor national des géants. Ce Zoan permet donc la transformation de son utilisateur en un immense dragon noir, la particularité étant que la taille de ce dragon dépend de la taille originale de celui consommant le fruit. Ainsi, chez un Tontata, ce fruit du démon n'a rien d'exceptionnel et la forme dragon sera ridiculement petite, là où chez un géant antique tel que Loki ou son défunt père le roi Harald, la forme animale de ce Zoan transformera son utilisateur en un dragon si grand qu'il peut changer le jour en nuit d'un simple envol, comme le précise Yarul avec un schéma particulièrement explicite. C'est donc un fruit principalement adapté aux géants, notamment les géants antiques, expliquant pourquoi Chebek voulait que ce soit Harald qui le consomme par le passé. Il savait être le seul capable d'exploiter les pouvoirs de Nidhogg, tout comme l'ancien dieu de la guerre d'Elbaf qui le possédait et qui avait combattu Nika également. Ça, plus le fait qu'Imu semble connaître Nidhogg, il n'y a strictement aucun doute de l'existence de ce fruit il y a de ça 800 ans.
Bien sûr, on ne peut pas citer Nidhogg sans citer Ragnir, le marteau protecteur de ce fruit du démon légendaire et qui possède lui-même un Zoan mythique, le Rizu no Mi modèle Ratatosk. Alors, que dire sur ce fruit? Eh bien, il semble que ce soit Ratatosk, le compagnon du dieu de la guerre que je vous mentionnais plus tôt, qui s'est réincarné dans le marteau de ce dieu lors de sa mort. L'âme de l'écureuil s'est logée dans cette arme, la transformant aujourd'hui en marteau écureuil capable en plus de générer de la neige et de la glace. Forcément, si on trouve une logique absolue à l'existence du fruit de Loki à la période du siècle oublié, il faut aussi la trouver chez Ragnir puisqu'il protégeait le trésor d'Elbaf, et ce depuis la mort de son dernier utilisateur. Ragnir est alors normalement notre 7e fruit du démon datant du siècle oublié, et peut-être même qu'il pourrait parler à Chopper et révéler des histoires qu'il a vécues ou qu'il a vues il y a de cela plus de 800 ans, des histoires non écrites dans les poneglyphes. Ah ça y est, on commence à arriver sur du spéculatif avec cette fois-ci le Yami no Mi de Barbe Noire. À vrai dire, je ne vois pas d'un monde avec le fruit du dieu soleil sans fruit des ténèbres. Il y a toujours un fruit du démon opposé à l'autre dans One Piece et c'est pourquoi je pense que le Logia de Barbe Noire existe depuis des siècles et des siècles. L'autre argument qui me paraît impossible à ne pas prendre en compte, c'est que le Yami no Mi avait déjà une réputation bien avant d'être consommé par Barbe Noire. Ce dernier le cherchait car justement, le Logia des ténèbres était le plus démoniaque d'après lui, ce qui sous-entend également que ce fruit, en plus d'être répertorié dans l'encyclopédie des fruits du démon, existait depuis des siècles et a eu une histoire probablement assez forte, ce qui collerait bien avec les événements du siècle oublié. Maintenant que l'on connaît un peu plus l'histoire de sa famille et l'importance de son ancêtre qui était le légendaire Davy D. Jones, peut-être que c'était lui le véritable utilisateur originel du Yami no Mi et qu'il vient aussi de l'époque du siècle oublié, tout semble plutôt cohérent. Évidemment, comment parler de fruits antiques avec une histoire sans mentionner le Inu no Mi, modèle Okuchi no Makami de Yamato. Encore une fois, c'est théorique, mais quand même moins que le Yami no Mi, puisque d'après Kaido, ce fruit a une grosse histoire en étant le gardien de Wano. Quand on sait que Wano Kuni a justement une histoire très ancrée et liée au siècle oublié, notamment avec les Kozuki qui ont sculpté les poneglyphes, ou que l'apparition de Joy Boy est attendue ici pour ouvrir les frontières du pays, on peut facilement se dire que le Zoan consommé par Yamato avait une place importante ici même il y a 800 ans. Était-ce le Kozuki de l'époque de Joy Boy qu'il avait consommé? Finalement, on retrouverait un scénario assez similaire aujourd'hui. Momonosuke est le shogun de Wano et possède un Zoan mythique à l'époque même du retour de Joy Boy sous les traits de Luffy. Il y a 800 ans, le Kozuki shogun de Wano et allié du vrai Joy Boy possédait lui aussi un Zoan mythique, mais celui du Okuchi no Makami et non celui du dragon, d'où son surnom de protecteur de Wano. Allez, dernier fruit du démon relatif à Elbaf et après on s'en va. Je pense que le Ikkyu no Mi, le fruit de la formation, fait partie intégrante de la culture des géants depuis des siècles et des siècles. C'est dans le chapitre 1135 qu'il a été introduit à travers Biblo, le hibou éducateur de la bibliothèque d'Elbaf, qui peut rendre énorme tout ce qui est inorganique et apparemment présent depuis des centaines d'années d'après Zoro. Évidemment, chaque fois qu'un personnage mentionne des siècles dans un rapport de temps, cela fait directement écho à la période du siècle oublié d'il y a 800 ans, mais au-delà de ça, ce fruit du démon est d'une très grande importance pour les géants car elle leur permet de lire des ouvrages de taille humaine. C'est donc tout naturellement qu'il aurait eu une véritable utilité à l'époque de Joy Boy, durant laquelle les humains et les géants vivaient peut-être plus en harmonie qu'aujourd'hui. Le Hope no Mi, bien sûr, comment l'oublier? Le fruit du bistouri, dans notre magnifique traduction française, est le pouvoir qui traverse les âges par excellence. 2 arguments suffisent pour assurer sa présence à l'époque de Joy Boy. Ce fruit confère à l'utilisateur et en échange de sa vie, la capacité à offrir la jeunesse éternelle à quelqu'un d'autre. Autant vous dire que scénaristiquement, il n'y a aucun intérêt d'ajouter un tel pouvoir si ce n'est pour justifier l'existence d'un être ayant déjà subi cette opération de jouvence et qui a donc traversé les siècles. Et justement, deuxième argument, c'est Imu. Imu est tellement le stéréotype parfait de l'antagoniste antique ayant vécu depuis le siècle oublié que tout le monde pensait déjà que l'opération de jouvence avait été réalisée sur elle il y a 800 ans par un ancien utilisateur du Hope no Mi. Une hypothèse qui se confirmera partiellement au chapitre 1086 quand Ivankov tiendra justement les mêmes propos disant que le nom de Nerona Imu existait déjà il y a 800 ans et que cela peut être dû au pouvoir de vie éternelle, sûrement celui du Hope no Mi. Et cerise sur le gâteau, apparemment cette opération de jouvence est une clé pour l'utilisation du trésor national de Marie-Joise d'après les mots de Doflamingo, donc autant vous dire que si un fruit devait être central dans les événements du siècle oublié, c'est bien le Hope no Mi. Oh, et tenez, si vous êtes encore là et que la vidéo vous plaît, que vous passez un bon petit moment et tout en ma compagnie, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Merci à vous. Allez, on continue. Et on arrive à un fruit du démon dont l'existence il y a plus de 8 siècles est pour moi honnêtement une évidence absolue. C'est le Mane no Mi de Bon-Clé. Alors attention, on n'a strictement aucune preuve ni de près ni de loin, donc je vais vraiment parler plutôt en feeling et
vous allez voir, ça sera pas du tout la dernière fois dans cette vidéo, mais je pense vraiment que le scénario d'un traître prenant l'apparence d'un autre existait déjà à l'époque de Joy Boy. Vous allez trouver ça redondant, ça serait le cas, mais c'est justement un principe que Oda adore ajouter dans ses arcs. C'est un méchant ou un gentil qui prend l'apparence ou le rôle d'un membre du groupe adverse pour les trahir. Que ce soit il y a 26 ans par Bonkley sur Alabasta ou il y a à peine 2 ans sur Egghead avec Devon, qui semble vouloir copier l'apparence de Saturne. Je sais pas pourquoi, mais il kiffe faire ça, voilà. Et si je mentionne le Mane Mane no Mi, c'est précisément car il a été utilisé dans cet objectif à 3 reprises, par Bonkley sur Alabasta, en tant qu'antagoniste donc, mais aussi sur Impel Down, cette fois en tant que protagoniste pour aider Luffy à s'enfuir, et pour finir par Higurashi, la grand-mère d'Orochi qui s'en servait déjà à l'époque pour manipuler les Kozuki sur Wano. Donc vous aurez pigé, j'ai la certitude que si Oda aime tant le principe du traître prenant l'apparence d'un autre, alors il y a eu un scénario similaire à l'époque du siècle oublié, et nous verrons alors l'un des tout premiers utilisateurs du Mane Mane no Mi peut-être, ou en tout cas un fruit du démon absolument similaire. Nouveau fruit parfaitement théorique dans cette vidéo et dans sa place dans le siècle oublié, le Nikyu Nikyu no Mi, aujourd'hui possédé par Kuma. Bon écoutez, je trouve son existence plutôt simple à justifier parce qu'en plus d'être, comme je le disais, aujourd'hui possédé par un boucanier qui sont intimement reliés à l'histoire profonde de One Piece, il y a un événement précis qui s'est déroulé il y a plus de 800 ans qui pourrait témoigner d'une utilisation du Nikyu Nikyu no Mi, et c'est la répartition des poneglyphes. D'après Imu, Lily a autrefois fait une erreur qui aurait provoqué la libération des poneglyphes aux 4 coins du monde, et si cette erreur aurait été de simplement laisser l'ancien utilisateur du Nikyu Nikyu no Mi expédier les poneglyphes dans tous les pays alliés à l'ancien royaume qu'il a pu visiter, exactement comme l'a fait Kuma avec les Mugiwara sur Sabaody. Alors, je plains les pays qui ont vu arriver du ciel et à toute allure des grosses stèles de pierre indestructibles, mais la théorie reste quand même cohérente. En continuant cette idée, on peut imaginer que l'ancien utilisateur du Nikyu Nikyu no Mi a extrait les souvenirs d'un membre important du siècle oublié, tel que Joy Boy, afin que quelqu'un plus tard puisse les découvrir et ainsi permettre à Oda de déclencher ce flashback pour ses lecteurs. Mais ça, on en reparlera très bientôt dans une nouvelle théorie. Pour finir, je dirais aussi que le fait que ce fruit et ses effets soient connus par tous avant d'être consommés par Kuma, comme l'a très bien présenté Ginny dans le chapitre 1096, signifie que quelqu'un l'a déjà utilisé par le passé, ce quelqu'un daterait donc du siècle oublié. On repart sur les zones mythiques avec le Tori Tori no Mi modèle Phoenix de Marco. L'idée est plutôt simple. Déjà, outre le fait que pour moi, tous les zones mythiques sont de bons candidats pour avoir existé et avoir eu une place de choix durant les événements du siècle oublié, le principe du Phénix reste quand même la mort et la renaissance. C'est bien un truc qu'on devra avoir avec ce fruit du démon, non? Et admettons que Marco ne meurt jamais, alors peut-être verra-t-on l'ancien utilisateur de ce fruit du démon d'il y a 800 ans mourir et revenir à la vie. Mis à part ça, je vois bien le Phénix exister à l'époque juste pour le symbole intemporel de l'oiseau immortel, sinon il n'y a pas de très grands arguments pour le moment, si ce n'est que ses compétences de guérison auraient pu être utiles durant la grande guerre opposant Joy Boy aux 20 rois du gouvernement. Et d'ailleurs, vu qu'on est plus ou moins à la moitié de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre fruit du démon vous verriez bien apparaître et avoir un rôle à l'époque du siècle oublié. Je suis curieux d'avoir votre avis et surtout quel élément j'aurais pu rater. Dernier Zoan mythique de la liste et non des moindres, le Uo Uo no Mi modèle Seiryu, le Zoan du dragon possédé par Kaido. Pour le coup, on parle là d'un fruit du démon qui, il y a 38 ans déjà, avait une grande réputation, au point où tous les Rocks auraient voulu s'en emparer. Ce qui signifie que, tout comme le Yami Yami no Mi et le Nikyu Nikyu no Mi, ce fruit a autrefois été possédé par quelqu'un pour que ses pouvoirs soient connus et recensés. Et si ce quelqu'un était lié à Wano Kuni. Outre le fait que ce soit un animal totalement ancré dans la culture japonaise et que Kaido était d'ailleurs l'antagoniste principal de l'arc de Wano Kuni, eh bien, sur cette île, il y a des siècles, à l'époque de Ryuma, un dragon avait menacé la paisible capitale des fleurs. Ryuma a forgé sa réputation de dieu des lames, en partie après avoir tué ce dragon et sauvé son pays. Donc je vous pose la question aujourd'hui, si ce dragon était en fait l'utilisateur du Uo Uo no Mi modèle Seiryu et que Ryuma l'avait tué, sachant que cette légende existait probablement à l'époque du siècle oublié. À voir, mais en tout cas, moi j'ai toujours adoré cette idée. Le Mero Mero no Mi est un fruit du démon connu aujourd'hui pour appartenir à l'impératrice Bois Hancock, et si jamais je n'aurais imaginé à l'époque que ce fruit puisse avoir une histoire particulièrement importante, cette idée a très vite changé depuis le chapitre 1059. C'est dans celui-ci que Barbe Noire aura tout risqué pour essayer de se l'approprier, sans savoir pourquoi encore aujourd'hui. On le rappelle, cet homme a une connaissance exceptionnelle des fruits du démon, puisqu'il n'aurait cessé de les analyser à travers leur encyclopédie. Alors est-ce que le Mero Mero no Mi avait un rôle particulier dans le passé? Ce n'est pas impossible, puisque Hancock elle-même nous révèle qu'une pétrification faite par un ancien utilisateur du Mero Mero no Mi ne pourrait être annulée par le nouveau. Alors, est-ce que Barbe Noire voulait dépétrifier un personnage du siècle oublié ayant subi le courroux d'un utilisateur ou utilisatrice du Mero Mero no Mi d'il y a 800 ans? Eh bien, encore une fois, pourquoi pas?
Il y a un fruit débile, mais largement sous-estimé, qui aurait pu avoir une place de choix dans la technologie de l'ancien monde, et c'est le Baku Baku no Mi de Wapol. Je vous entends déjà vous offusquer, mais comment ça le fruit d'un tel blaireau pouvait avoir une quelconque importance dans le passé? Eh ben méfiez-vous, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Wapol est à l'origine d'une invention révolutionnaire qui lui aura fait faire fortune, passant d'un sans sou à la tête d'un empire et d'un royaume lui offrant une place à la table du gouvernement. Cette invention, c'est le Wepo Metal. En mangeant un peu tout et n'importe quoi, il a créé ce nouveau métal spécial, lui permettant à la fois de créer des choses simples comme des jouets, ou d'être utilisé dans l'armement, comme ce fut le cas pour le Iron Pirate Franky Shogun après l'Ellipse, qui est entièrement fait de Wepo Metal. L'histoire ne le confirmera pas, mais je crois aussi que les murs de résistance de Marineford, encaissant les attaques du Gura Gura no Mi de Barbe Blanche, sont faits dans ce matériau. Donc oui, c'est un fruit permettant la création de tout nouveaux matériaux qui auraient pu être largement utilisés durant l'époque du siècle oublié et l'Ancien Royaume, qui, rappelez-vous, était largement plus avancé technologiquement que ne l'était pourtant l'île scientifique d'Egghead. Nouvelle option à rajouter dans cette liste, le Yomi no Mi de Brook. Pour le coup, c'est vraiment une option parce que, contrairement à la plupart des fruits présentés jusqu'à présent, je suis pas convaincu à 100% de sa présence durant un potentiel flashback sur cette partie de l'histoire. En fait, j'aurais les mêmes arguments que pour le fruit de Marco, du Phénix là. S'il y a un principe de résurrection, je me dis qu'il ne serait pas bête de l'avoir déjà vu par le passé et de lui donner un sens différent et nouveau. Surtout que le Yomi no Mi a quand même une certaine complexité, il ne fait pas que d'offrir une deuxième chance à celui qui le consomme, il permet un certain contrôle des âmes. Alors voilà, je vais résumer ça à je ne sais pas trop comment, mais son utilisation, il y a 800 ans, ne m'étonnerait même pas. Va falloir s'en contenter. On arrive à un fruit du démon absolument monstrueux et surtout parmi les plus mystérieux que One Piece nous a introduit, le Toshi no Mi, autrefois possédé par un Boni. Pour le coup, j'ai quasiment aucun doute que ce fruit avait une importance par le passé. La simple et bonne raison vient de Saturne lui-même, il gardait ce fruit. En effet, Boni est une expérience pour lui. Il lui a administré un extrait de ce fruit alors qu'elle était bébé. Cela veut dire que le Toshi no Mi a possiblement une importance historique pour eux, le gouvernement. Ce qui ne serait pas bête puisque ce fruit permet des prouesses exceptionnelles en permettant de donner n'importe laquelle des apparences futures de Boni ou de ce qu'elle touche, la transformant elle en véritable Nika à l'image de Luffy. Donc moi, si je dois balancer une théorie là comme ça, je dirais que le Toshi no Mi avait une importance par le passé car il permettait de modifier humains et objets, soit en les rendant plus forts, soit en les rendant plus faibles. Le gouvernement s'en est emparé en connaissant bien la puissance de ce fruit et ont voulu l'exploiter à travers Boni. Malheureusement, ils ont vite découvert sa faiblesse, comme le disait Saturne au chapitre 1103. Je suis persuadé qu'on n'a pas fini de tout découvrir sur le Toshi no Mi et que son histoire prend vraiment racine il y a plus de 800 ans. Ah, nouveau Logia et pas des moindres, le Goro Goro no Mi possédé aujourd'hui par Ener. Lui pour le coup son origine pourrait remonter encore bien plus loin qu'il y a 800 ans et si ce fruit avait autrefois aidé à alimenter la Bilka lunaire. Nous l'avons bien vu quand Ener s'y est rendu et a utilisé son fruit du démon pour réveiller cette cité endormie, toute l'installation était prête pour acheminer l'énergie dans ses moindres recoins. Car même pour une cité aussi ancienne, le complexe est impressionnant de technologie et tout est alimenté par cette fameuse électricité. Expliquant comment et pourquoi, Ener n'a eu aucune difficulté de tout activer d'un seul coup. Et je le répète, la technologie était au centre des anciennes civilisations. Le monde n'a pas avancé avec le temps, il a régressé. Alors quand on pense que l'ancien royaume était encore plus évolué que ne l'est Egghead, il est facile de se dire que des sources d'énergie quasi infinies générées par des fruits tels que le Goro Goro no Mi faisaient partie intégrante de leur développement technologique. Alors là, on va imaginer un scénario très original puisque ça sera ce qu'on peut appeler une combinaison de fruits du démon. Joy Boy était un pirate, donc il devait avoir un équipage. On est tous d'accord là-dessus. On lui prête aussi beaucoup la création de la musique du Binks no Sake, l'hymne des pirates. On est d'accord aussi. Alors que diriez-vous si l'équipage de Joy Boy était composé de plusieurs utilisateurs de fruits du démon et que parmi eux se trouvait à la fois l'utilisateur du Gabu Gabu no Mi et du Oto no Mi, respectivement les fruits de l'alcool et de la musique détenus par Vasco Shot et Apu. L'équipage de Joy Boy les aurait utilisés d'une manière différente. L'alcool serait en fait le saké de Binks, peut-être le nom de l'ancien utilisateur du Gabu Gabu no Mi, et la musique aurait été composée et jouée par celui possédant le paramécia de la musique. Moi j'adore cette idée, surtout si on imagine que les fruits du démon étaient utilisés à outrance à l'époque, bien évidemment. Je me permets même de rajouter, en remplaçant potentiel au Oto no Mi, le Uta Uta no Mi de Uta justement. Oui, blabla, c'est un film. Le truc c'est que Uta, qu'on le veuille ou non, a quand même une existence, même brève, dans le chapitre 1055. Et si au
Oda décide de faire la même chose qu'avec Shiki, qui existait à la fois dans un film et récemment dans son récit de One Piece, le Uta Utanomi peut avoir vécu le même destin. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est Thought Musica, le démon de la musique dont la chanson pour l'invoquer a été écrite et scellée dans les ruines sous Elegia. Sachant que les démons ont pris une place importante dans l'univers de One Piece quelques mois plus tard avec l'apparition et la transformation des doyens et d'Imu, et si Thought Musica avait été invoqué durant le siècle oublié, lui qui est par ailleurs la manifestation des émotions négatives des gens, de la même manière que les fruits du démon sont la création de leurs désirs. L'affaire est vraiment à suivre, ne sous-estimez pas la possible existence du Uta Utanomi, même si on ronfle sur le film One Piece Red. L'autre combinaison de fruits que j'ai à vous présenter est très intéressante, bien qu'elle rentre en partie en contradiction avec ce que je vous disais plus tôt sur le Nikyu Nikyu no Mi. Je vous explique. Si les poneglyphes ont été répartis à travers le monde sans l'utilisation du fruit décociné, alors nous pouvons aisément imaginer un scénario où l'utilisateur d'un fruit modifiant leur poids, tel que le Tonton no Mi, et un utilisateur du Riki Riki no Mi, le fruit de la force, possédé aujourd'hui par Burgess, et allier leur pouvoir pour faciliter le déplacement de ces dizaines de stèles massives. Et oui, il est vrai que le Tonton no Mi, utilisé par McVise, ne modifie que son poids à lui. Cependant, est-ce vraiment difficile d'imaginer qu'une utilisation sur autrui est possible, surtout après un éveil? Moi perso, j'adore le principe. Parfaite transition, on parlait des démons à l'instant avec le Gorosei, et moi j'ai envie d'enfoncer des portes ouvertes, voilà. Et si nous ajoutions à cette liste déjà assez longue de fruits du démon datant du siècle oublié, les pouvoirs du Gorosei. Je vous fais pas la liste, big flemme et pas besoin, mais tous les membres du Gorosei apparus sur Egghead ont des pouvoirs s'apparentant à des zones mythiques. De base on pensait même que ça en était, des zones mythiques. Mais plus le temps est passé, et plus l'hypothèse qu'ils soient de manière ou d'une autre de véritables démons a pris le dessus dans l'imaginaire collectif. À tort ou à raison, hein. Mais finalement, est-ce que cette créature du Gyuki, du Bagotsu, même du Itsumade, qui sont, je vous rappelle, des yokai japonais, n'auraient pas pu exister sous forme de zoan mythiques, et si tous étaient autrefois des fruits consommés par peut-être des alliés d'Imu, et que d'une façon ou d'une autre elle a réussi à extraire ses pouvoirs pour les conférer à ses 5 autres alliés qui deviendront plus tard sa garde personnelle, le Gorosei. Car oui, il semble que le Gorosei ne date pas d'il y a 800 ans. Voilà, si on prend en compte les paroles de Saturne au chapitre 1125, quand il se fait exécuter par Imu, il dit de Nika qu'il ne savait pas que ses pouvoirs étaient aussi insaisissables, ce qui sous-entend en gros qu'il n'a jamais combattu Nika, qui était incarné par Joy Boy durant le siècle oublié. Donc c'est possiblement le cas pour les autres doyens, et que chacun ait rejoint Imu au fil des siècles sans être à ses côtés depuis des centaines d'années. Bref, là où je veux en venir, c'est que ces créatures incarnées par le Gorosei ont tout pour être des zoans mythiques qui auraient existé il y a de cela bien longtemps. Et si nous finissions sur ce qu'est aujourd'hui le fruit le plus légendaire du monde de One Piece, celui qui n'est même pas encore apparu, mais plutôt qui est attendu. Je parle évidemment du Mizunomi, le Logia de l'eau. Il n'existe pas, il est théorique, il est paradoxal, oui je sais, toute cette partie n'est que spéculation, mais s'il existait, le Logia de l'eau serait sans doute parmi les plus puissants, voire même le plus puissant fruit du démon existant, puisqu'il représenterait la faiblesse absolue des autres utilisateurs de pouvoirs démoniaques. À un tel point que s'il apparaissait aujourd'hui, il pourrait potentiellement chambouler tous les rapports de puissance et être quasiment inarrêtable. Alors au-delà de se demander s'il apparaîtra un jour, on peut quand même imaginer son existence passée durant la grande guerre du siècle oublié. Que ce fruit du démon était parmi les plus puissants, parvenant même à contrôler la montée des eaux qu'il y a eu il y a 800 ans, engloutissant l'ancien monde comme l'a révélé Vegapunk. Ce fruit était si puissant et représentant un tel danger qu'il sera détruit ou emprisonné pour que plus personne ne puisse l'utiliser. On pourrait même imaginer que c'est Imu en personne, avec ses pouvoirs diaboliques, qui en avait tellement peur qu'elle a tout fait pour l'effacer de l'histoire, à l'instar du Itonomi modèle Nika, renommé en Gomu Gomu no Mi. Si Oda a peur de dérégler son histoire avec l'introduction d'un tel fruit, ce que je peux totalement comprendre, il pourrait cependant réaliser le rêve de la communauté, ou au moins du mien, et l'ajouter dans le flashback du siècle oublié, là où les conséquences seront bien moindres pour la suite de son œuvre. Encore une fois, avez-vous d'autres idées, d'autres propositions de fruits du démon qui auraient eu une place de fou dans l'histoire de l'ancien royaume? N'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Moi j'avais aussi noté le fruit de l'humain et le fruit des âmes, mais j'avais trop peu d'arguments pour vraiment les développer. Donc dites-moi, et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de vous proposer ce petit concept. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, mais surtout de prendre soin de vous et de vos proches les bros. Peace.